Merci Cécile, et ça me fait particulièrement plaisir de voir que le Pays de la Loire reste une région, même si elle n'a pas été profondément modifiée comme d'autres, reste une région où l'initiative et les projets sont toujours à l'honneur et bien en place. Nous sommes avec Philippe particulièrement heureux de vous retrouver cette année, lui depuis quelques années, moi depuis plus longtemps, 12e année comme le disait Philippe Boutin en introduction. Il y a, un petit clin d'œil, je suis particulièrement heureux d'être avec vous cette année. Il y a 4 ou 5 ans, quand nous étions interrogés sur ces rencontres, on avait fait le bilan et on avait essayé de voir s'il y avait un fil rouge de nos rencontres depuis leur création. Bien sûr que le fil rouge, c'est d'abord le médecin libéral, puisque c'est le fondement même de ces rencontres et des personnes de vous-même qui venez y assister et y participer. Mais au-delà de cette communauté, les deux thèmes qui ressortaient le plus, ça a toujours été l'économie d'une part, et puis d'autre part, l'organisation et le territoire. Et on voit bien que ce thème est récurrent et il est extrêmement fort. Et l'année dernière, quand nous réfléchissions au thème de cette année, nous voyions surtout les obstacles qui pouvaient se mettre sur nos pas par rapport à cette session de cette année. Il y avait d'abord le fait que c'était une année électorale qui est derrière nous. Bon, l'année 2017 ne sera pas du tout une année électorale, donc de ce point de vue-là, on est beaucoup plus tranquille. Il y avait le fait qu'il y avait la discussion de la Convention qui pouvait un peu, disons, occuper le paysage. Bon, cela c'est en partie derrière nous, mais on aura aussi le directeur général de l'UNCAM et de la CNAM qui viendra nous en parler cet après-midi. Et puis, on avait aussi la question des territoires. Alors, ce qui dominait à l'époque, et qui a dominé d'ailleurs toute l'année, c'était la recomposition des régions. À la fois les régions en elles-mêmes, et puis les régions pour ce qui vous concerne, et l'organisation des unions régionales. On a vu hier soir dans une réunion préalable que cette question est encore très prégnante et que Paris et les nouvelles URPS ne se construisent pas en un jour, mais que les choses sont quand même sur la bonne voie. Mais ça nous laisse maintenant, et pour cette journée et demie, le champ libre en quelque sorte pour une discussion intelligente, ouverte, et on espère riche, sur véritablement ce que nous voulons faire ensemble des territoires. Et c'est ce qu'on vous propose et c'est, je crois, ce que nos interlocuteurs et nos participants vont pouvoir faire tout au long de ces 4 tables rondes, 3 aujourd'hui et une demain, et puis bien sûr les dialogues qu'on organisera tout au long de la journée. Voilà, on va démarrer bien entendu en essayant logiquement de poser un peu le champ de ce qui existe, des perspectives et des possibilités. Cécile l'a très justement dit, on va peut-être essayer d'éviter le vertige des sigles. Et on va demander à chacun de s'exprimer le plus simplement possible. D'autant plus que derrière les sigles, il y a quelquefois des réalités qui, quelquefois, sont les mêmes, quelquefois sont très différentes d'une région à l'autre. Mais ce qui importe, c'est de témoigner de la réalité de ce qui se passe véritablement sur le terrain. Néanmoins, pour poser le paysage, bien entendu, nous avons demandé à Anne-Marie Armenteras de Saxé, qui a pris la responsabilité de la direction générale de l'organisation des soins il y a quelques mois maintenant, et qui nous fait la gentillesse et l'honneur d'être avec nous ce matin. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Conférence nationale des URPS, Mesdames et Messieurs les Présidents.
des URPS, mes collègues directeurs généraux des ARS, présidents de syndicats, présidents de fédérations, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très sensible à votre invitation et je suis notamment assez heureuse de vous retrouver les uns et les autres parce que, effectivement, comme l'a dit Benoît Péricard, il y a peu de temps que j'ai pris mes fonctions à la direction générale de l'offre de soins, après 3 ans passés à l'Agence régionale de santé Île-de-France, où, comme le disait Cécile tout à l'heure, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pas à pas, nous avons construit ce que j'estime être un des biens les plus précieux des territoires, qui est la permanence des soins ambulatoires qui ne saurait pas vivre si elle ne reposait pas sur l'engagement des médecins libéraux, de leurs associations et de la coordination, de la confiance, de l'engagement des SAMU et des centres 15. Moi, j'ai été très heureuse pendant ces 3 ans de construire, de veiller, de voir comment on pouvait essayer de lutter contre des désengagements et comment on pouvait construire des engagements nouveaux sur ce sujet-là. Je retrouve à la Direction générale de l'offre de soins une enveloppe un peu plus générale de tous ces sujets que vous travaillez avec les agences régionales de santé dans les régions. Moi, je retrouve la responsabilité de donner de la cohérence à assurer la promotion des soins de ville, assurer la promotion du domicile et donc de l'articulation entre tous les acteurs qui prennent en charge les patients en ville. Je retrouve les enjeux de la formation des professionnels à un autre niveau que celui que je pouvais pratiquer en région. Et notamment, vous allez voir, avec la prochaine sortie du décret réformant le 3e cycle des études médicales, l'attention qui a été portée à des choses que vous avez manifestées les uns et les autres, qui est essayer à la fin de ces études médicales de donner à nos jeunes médecins, de leur faire anticiper la responsabilité et de leur donner davantage d'autonomie avant justement qu'ils ne sortent diplômés, cette autonomie, qu'ils l'apprennent dans leur stage hospitalier ou qu'ils l'apprennent en développant les stages en ville. Et puis, je retrouve à la DGOS les conditions d'exercice en ville, en articulation avec d'autres acteurs qui sont au cœur de vos préoccupations. Et c'est parce que nous sommes collectivement engagés dans une transformation très, très importante de notre système de santé que nous devons apprécier collectivement les enjeux, mettre les mots dessus et bien apprécier et discuter, travailler le sens que nous donnons à nos démarches, à nos travaux, à nos projets. Et cette journée, les interlocuteurs que vous avez invités, le sens des tables rondes que vous avez organisées montrent que vous êtes dans cette préoccupation. Je la rejoins. Et donc, je voudrais, en quelques mots, ou un peu plus de quelques mots, essayer de donner le sens général de l'action du ministère et principalement de ma direction générale. Je voudrais commencer en disant, parce que ça n'est pas neutre et ça n'est pas de la redite, que le fond du sujet, ce sont pour vous et pour nous les pouvoirs publics et pour les agences régionales de santé qui portent vos préoccupations et qui portent cet objectif et cette ambition de faire progresser les soins, la médecine, la réhabilitation dans les territoires, que le fond, ce sont des patients qui sont plus lourds, qui sont plus complexes, qui sont plus fragiles du fait de l'imbrication de toutes leurs pathologies et de l'âge, qui sont aussi plus fragiles et plus lourds pour vous, avec l'intrication croissante des problèmes sociaux, des sorties d'hospitalisation plus rapides,
Et nous savons, et nous le reconnaissons, le fait qu'il est attendu des médecins en ville, généralistes, spécialistes, et quel que soit leur mode d'exercice, toujours autant de polyvalence et de disponibilité, une plus grande capacité à organiser les prises en charge précoces avec tous vos collègues d'autres spécialités, d'autres professions. Et redisons-le parce que c'est très important et cela conditionne l'évolution des modes d'exercice. Le progrès médical, il est passé et il passe par une spécialisation croissante en ville, dans vos professions de médecins spécialistes et de médecins généralistes, autant qu'elle passe à l'hôpital, dans les spécialités qui sont exercées à l'hôpital et leur plateau technique. Et puis, ces évolutions que je viens d'évoquer se surajoutent au départ en retraite de vos confrères qui ne sont pas remplacés, l'arrivée des jeunes générations qui ont des aspirations différentes et qui ne s'installent pas tout de suite après leur sortie de la faculté, des patients qui ont d'autres exigences. Et donc, tout ceci fonde la nécessité de transformer nos modes d'organisation, nos modes d'exercice. Ça n'est pas d'aujourd'hui, c'est déjà depuis de nombreuses années, mais en transformant le souci que nous avons aussi à votre égard, c'est que nous savons qu'il faut nous battre pour conserver des fondamentaux qui sont la qualité de notre système de santé, qui sont l'indépendance des médecins prescripteurs, le colloque singulier, la relation humaine qui lie le professionnel et le patient parce que c'est la base du soin, l'accessibilité et l'équité de notre système de soins, la possibilité pour le praticien de choisir son mode d'exercice, mais la possibilité aussi pour le patient de choisir son professionnel. Tous ces changements, ça n'est pas nouveau, ce ne sont pas des faits émergents, c'est une réalité qui nous a rattrapés depuis quelques années et qui pousse des organisations traditionnelles qui ne bougent pas à la limite de la rupture. Et c'est pour ça qu'il faut bouger, que vous avez bougé et que nous essayons de bouger ensemble. Et les questions que nous nous posons au ministère pour envisager, évaluer, travailler sur le périmètre des dispositifs nouveaux que nous mettons en place, notamment au travers de la loi, ce sont les questions qui tournent autour de est-ce qu'on a su collectivement enclencher le changement à la mesure des défis qui se posent? Est-ce qu'on a su impliquer l'ensemble des parties dans l'élaboration des nouvelles organisations? Et donc, est-ce qu'on va réussir à maintenir notre système avec cette obligation et cette réputation de qualité et d'excellence? La modernisation de notre système de santé, qui est le produit de l'évolution que nous devons faire, mais de l'évolution qui se produit sous nos yeux, je l'ai dit tout à l'heure, celle des patients notamment, c'est une transformation qui concerne l'ensemble des pans de notre système de santé. Chaque secteur doit accomplir sa propre mutation, est en train d'en accomplir plus ou moins vite, plus ou moins harmonieusement. L'hôpital, par exemple, est entré dans une nouvelle ère avec ce regroupement en groupement hospitalier de territoire, 860, 900 établissements qui glissent aujourd'hui, tout en conservant leur autonomie, dans 135 groupements hospitaliers de territoire. La médecine de ville a connu des évolutions, connaît encore ces évolutions. D'autres secteurs connaissent des évolutions, l'hospitalisation à domicile, qui essaie de s'adapter elle aussi. Mais en fait, l'enjeu qui est devant nous est celui que URPS, Agence régionale de santé, et pour le coup, ministère, lorsque nous vous réunissons pour regarder ensemble comment les choses bougent, l'enjeu, c'est pas que chacun mute, évolue dans son coin, c'est que à la fois il fasse sa propre mutation, mais que les articulations, les coordinations s'opèrent.
Et donc, notre souci, et le souci que je voudrais exprimer devant vous en essayant de vous convaincre que c'est ce souci qui nous anime, c'est de réunir les conditions pour que chaque professionnel, chaque structure puisse exercer au mieux le rôle qui est le sien, mais qu'elle puisse également collaborer pour s'assurer que les besoins de la population de son territoire de santé sont couverts. Je reviendrai sur territoire tout de suite. Et pour assurer cette ambition, nous avons un certain nombre de principes. Je vais les évoquer rapidement. Ils sous-tendent tous les dispositifs, soit que nous avons inscrits dans la loi de modernisation de notre système de santé, soit les orientations, les travaux qui sont menés par les agences régionales de santé dans l'élaboration des projets régionaux de santé. Le premier principe, Cécile l'a dit tout à l'heure, et je partage à 100% son propos. Le premier principe, c'est la prévalence du territoire, mais vous le saviez avant que je vous le dise, puisque vous avez organisé cette journée sous ce vocable, et Cécile disait ce que je ne savais pas, que vous aviez déjà discuté et travaillé sur ce sujet l'année dernière. Ce principe de la prévalence du territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord, Cécile l'a dit, qu'il n'y a pas un territoire, il y a plusieurs territoires. Et que donc, ce qui est important, c'est de partager dans les régions la spécificité du territoire, tant dans le diagnostic que dans la mise en œuvre des dispositifs et des mobilisations des organisations, des professionnels de santé. Je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Non, le ministère ne dit pas que le territoire, c'est le territoire hospitalier. Les ARS ne le disent pas non plus. Le territoire des projets de soins, c'est le territoire des bassins de vie. Et comme l'a dit Cécile Courrèges, dans ces territoires, on a des territoires de démocratie sanitaire qui, pour le coup, se collent à des dispositifs de représentation de la démocratie sanitaire. On a des territoires d'attraction hospitalière, des cliniques privées, des hôpitaux, bien évidemment. Et on a les territoires de mobilisation des professionnels, en espérant qu'ils soient en articulation avec d'autres acteurs, de façon à ce que les projets se maillent. Parce que c'est ça le plus important, c'est pas un projet plus un autre, c'est pas une posture de professionnel plus une autre, c'est un maillage. Et c'est vers ça que nous souhaitons aller. Le deuxième principe du territoire, c'est la vision. Et la vision globale et partagée et non cloisonnée. Globale parce que non restreinte, soit aux soins, soit à la prévention. Et donc, les dynamiques territoriales, qu'elles soient hospitalières ou qu'elles soient professionnelles, effectivement, avec les communautés professionnelles territoriales de santé, ne doivent pas conduire à forger de nouvelles oppositions entre la ville et d'autres professionnels, entre l'hôpital et la ville. J'ai eu le plaisir de voir que depuis le 1er juillet, mais les ARS le savent mieux que moi, lorsque je regarde les conventions qui sont les conventions d'organisation, d'association, des groupements hospitaliers de territoire, je le dirai peut-être tout à l'heure, eh bien oui, il y a des groupements hospitaliers de territoire qui ont déjà dans leurs conventions associé de façon plus ou moins lointaine des organisations de médecine de ville. Et de même, dans les communautés professionnelles territoriales de santé, il y aura place, puisqu'on va parler parcours, on va parler métier pour des spécialistes hospitaliers ou des spécialistes de domicile. Et donc, cet autre angle du territoire, c'est l'initiative locale. Que vos unions cherchent à développer, à faire valoriser, et que les agences régionales de santé cherchent également. Nous attendons effectivement beaucoup de ces communautés professionnelles territoriales de santé parce qu'elles doivent permettre aux professionnels de travailler ensemble, de travailler localement sur des thématiques qu'ils ont choisies. Et c'est un dispositif
qui est très important parce qu'il va faire de nouvelles démonstrations d'une gouvernance clinique dans les territoires décloisonnés et dans laquelle on va voir apparaître des stratégies médicales, des stratégies soignantes adaptées aux ressources disponibles dans les territoires. Et nous le savons, on le sait dans les ARS, on le sait au ministère, vous le savez dans les URPS, il n'y aura pas d'organisation territoriale des soins qui sera efficace sans prise en compte des initiatives locales et de la créativité des professionnels de santé. Le second principe, c'est l'organisation des parcours de soins. C'est l'un des chapitres de la nouvelle convention médicale. C'est quoi pour nous et c'est quoi pour vous? C'est chercher à travailler sur la gradation, la fluidité, le continuum, la lisibilité, le libre choix du patient. Et c'est aussi le fait que ces parcours, un des objectifs les plus importants que vous connaissez et que nous portons au ministère, c'est la préférence domicile. La préférence domicile parce que vous parvenez à maintenir au domicile un patient, la préférence domicile par l'hospitalisation à domicile, et il faut que nous parvenions à faire croître le travail d'hospitalisation à domicile déclenché par le médecin de ville. Et la gradation, ce n'est pas seulement la gradation entre les établissements de santé, c'est la gradation entre des spécialistes hospitaliers, des spécialistes en ville, des généralistes en ville et des spécialistes hospitaliers et en ville. Et puis, il nous faut garder attractif l'exercice professionnel et en soins primaires, qu'il s'agisse de médecine générale ou d'autres spécialités, dans les zones urbaines ou rurales. Cette question de l'attractivité pour vos métiers, elle est au cœur du pacte santé-territoire, pour laquelle la ministre s'est engagée déjà depuis 2 ans, sur des objectifs chiffrés qui sont aujourd'hui d'ores et déjà valorisés et intéressants. Et cette attractivité, elle est tout au long de tous les objectifs et les actions de la grande conférence de santé. Bien sûr, les dispositifs de contrats d'engagement exclusifs à destination des étudiants en médecine pour qu'ils s'installent ensuite dans les zones sous-denses ou les praticiens territoriaux de médecine générale, ça intéresse les zones sous-denses et les zones fragiles, mais en fait, ce pacte, il embrasse, et la grande conférence de santé, elle embrasse également tous les champs, y compris de la formation, et je parlais tout à l'heure de la réforme des études, de la réforme, du 3e cycle des études médicales, et avec vous, les agences régionales de santé vont avoir à multiplier les terrains de maîtrise de stage et donc à travailler et régionalement et nationalement la question de la maîtrise de stage. Et puis organiser les parcours, c'est aussi renforcer les dispositifs de coordination qui ne sont pas une nouveauté. La nouveauté qui est intégrée dans la loi, c'est la prise de conscience qu'il nous faut organiser le plus souplement possible dans les territoires, un peu quand même à l'initiative des professionnels et des agences régionales de santé, des dispositifs d'aide à la coordination. Mais les plateformes territoriales d'appui à la coordination, ce n'est pas une tranche de millefeuille supplémentaire, ce n'est pas un dispositif administratif, c'est destiné, et c'est ça le défi, c'est destiné à venir en aide aux médecins traitants, qu'ils soient médecins généralistes ou qu'ils soient spécialistes, pour l'organisation de ces parcours complexes, pour la coordination entre différents acteurs, charge lourde à réaliser tout seul dans son cabinet. Les plateformes territoriales d'appui à la coordination, c'est qu'on leur apporte des fonctions d'appui nécessaires et ces PTA, ces plateformes territoriales d'appui à la coordination, elles vont venir appuyer le développement de l'exercice coordonné et de coopération entre les professionnels
qui est déjà exprimé dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. On en a entre 800 et 900 aujourd'hui sur tout le territoire national. On a l'objectif de progresser de plusieurs centaines. Et nous rajoutons à cette volonté de dynamiser les projets professionnels et les initiatives locales, les équipes de soins primaires. Et puis le développement des parcours, ça repose aussi sur l'évolution de nos modèles de financement. Nicolas Revel nous parlera tout à l'heure des principes généraux qui ont conduit à la Convention. Et puis le dernier point que je voudrais souligner, c'est que le développement de ces parcours repose sur les technologies de l'information et les nouvelles technologies de l'information, dans une situation où les textes, réglementations et pratiques ne sont pas toujours en harmonie complète parce que nous sommes souvent rattrapés par la réalité des faits. Et donc, nous devons progresser, notamment sur la télémédecine, bien évidemment, qui est un puissant levier, sur les messageries sécurisées, le dossier médical partagé. Je voulais vous parler de territoire de soins numériques et il y a un stand dans votre hall d'exposition et j'ai vu j'ai vu un des responsables qui anime le stand. Territoire de soins numériques, c'est 5 territoires en France. Je vous invite à aller voir et à aller en discuter parce que l'objectif, c'est quoi? C'est que dans un territoire, et un territoire choisi, pas un territoire imposé, des professionnels de santé de ville, de structures hospitalières publiques et privées, de réseaux, d'HAD, d'associations se disent de quels outils numériques avons-nous besoin et qu'est-ce que nous allons demander aux industriels de façonner pour améliorer notre coordination, mais avec nos pratiques, sur des projets qui concernent des patients de notre territoire. Aujourd'hui, les 5 territoires de soins numériques en France ont donné des résultats très très intéressants. On va les valoriser à la fin de l'année 2016 et la ministre souhaite que nous travaillions maintenant pour nous dire comment sur tout le territoire national on peut aussi porter le développement de ces actions dans le cadre notamment du programme qu'elle a appelé Territoire de soins 2021 qui va venir appuyer des projets de coopération et hospitalière avec les groupements hospitaliers territoires et des projets de coopération avec des acteurs de ville. Et voilà. Alors, je termine, d'accord, je termine. Laissez-moi juste vous dire que c'est dans cet état d'esprit qu'en accord avec un certain nombre d'entre vous, nous organisons un comité national de suivi commun à plateforme d'appui à la coordination, comité professionnel, communauté professionnelle territoriale de santé et équipe de soins primaires. Nous avons mis les 3 dans le dispositif national de suivi. Il y a les 5 syndicats représentant la médecine libérale, l'UNPS, bien sûr, des représentants des ARS. Nous le réunissons bientôt pour continuer ces discussions et mesurer au fur et à mesure les progrès de nos actions. Merci beaucoup.